Donc on va reprendre le cours de nos sessions donc consacrées au niveau de la mer, avec la deuxième session cette fois-ci qui va concerner un peu plus l'opérationnel, donc intitulée de la recherche aux applications. Et on va inviter donc Nicolas Kolocecek, j'espère que je prononce bien, à nous parler du contenu global stérique de l'océan. Nicolas, à toi. Bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Kolocecek, je suis chercheur au LOPS, donc c'est un laboratoire d'océanographie physique qui est à l'IUM, donc un laboratoire d'océanographie physique qui est entre l'IFREMER, le CNRS, l'IRD et l'UBO. Donc dans ce laboratoire d'océanographie physique qui est le LOPS, nous portons un service national d'observation en fait qui est lié à Argo France, donc qui est une infrastructure de recherche et qui contribue en fait au réseau global d'observation de l'océan, donc de mesures in situ. Donc je vais expliquer ça. Et donc dans ce service national d'observation, on développe des outils qui permettent de valoriser les données et de rendre leur utilisation plus accessible à la communauté scientifique, mais aussi pour l'océanographie, pour la communauté opérationnelle. Alors, tac. Donc, pour commencer, l'océan se réchauffe. Et effectivement, quand on parle de réchauffement du système Terre, en fait, on constate que 93% de l'énergie absorbée par le système Terre depuis les années 70 se produit donc dans l'océan avec une barre d'erreur qui diminue avec le temps et qui diminue parce que on a amélioré en fait au cours des 50 dernières années les systèmes d'observation de l'océan de par le déploiement de réseaux mieux résolus à l'échelle globale. Donc un des exemples, mais pas que, mais c'est l'exemple le plus frappant qui a révolutionné en fait notre façon de faire de l'océanographie physique ces 20 dernières années, c'est le réseau international d'observation Argo. Alors qui est devenu OneArgo depuis quelques années, parce que au départ en fait, pardon, le réseau d'observation était constitué en fait visait à établir en fait plus de 3000 flotteurs qui allait mesurer la température et la salinité sur les 2000 premiers mètres de l'océan avec une résolution approximative de 3 degrés par 3 degrés et 10 jours. Donc là, on voit l'état du réseau actuel. Alors les couleurs, ça correspond aux contributions nationales. Donc en vert, c'est les États-Unis. On voit que les Japonais en violet, etc. Donc on voit toutes les contributions. Et donc ça fonctionne avec un flotteur Argo qui est une sorte de robot autonome en fait qui va plonger à 1000 mètres de profondeur pendant 10 jours et puis tous les 10 jours va descendre à 2000 et remonter en exécutant des profils de température, salinité et transmettre ces données à un data center et réitérer son cycle pour donc fournir des données à l'échelle globale et de manière très consistante en fait depuis les années 2000. Donc depuis quelques années, je vous disais que le réseau Argo devenait le réseau OneArgo. Donc, en fait, on est en train d'implémenter, enfin, le programme Argo international est en train d'implémenter un réseau profond, c'est-à-dire avec des profileurs qui sont capables d'aller plus profondément que 2000 mètres de profondeur, donc dans l'océan abyssal, et également des nouveaux capteurs qui vont permettre de mesurer, en plus de la température et la salinité, des paramètres biogéochimiques qui vont pouvoir mieux suivre en fait la production primaire, par exemple, dans l'océan, etc. Donc, la raison d'exister de ce programme Argo, c'est d'une part fournir des données à l'océanographie opérationnelle. C'est pour faire fonctionner les modèles, par exemple, de prévision de l'océan, comme Mercator, etc., comme Mercator. Et puis surtout, fournir aussi des données pour les études scientifiques sur le climat et l'océan. Donc en France, le contexte, c'est Argo France, qui est une TGIR, une très grande infrastructure de recherche qu'on appelle maintenant IR Étoile, donc qui est en regard de l'ERIC EuroArgo, qui est une infrastructure européenne, et qui va donc la France va contribuer à 10% du réseau global, c'est-à-dire concrètement c'est 10% à peu près des flotteurs à l'échelle internationale qui sont implémentés par la France. Et c'est 30% de la contribution européenne. Et deuxième aspect important de la contribution française, c'est la France prend en charge un centre de données global, donc Coriolis, à l'IFREMER, qui permet donc de stocker et mettre à la disposition les données Argo.
Donc les activités d'Argo France, c'est donc les développements technologiques, donc développer des flotteurs, des capteurs, ou du moins suivre des capteurs en collaboration avec des industriels, etc. Un aspect opérationnel qui est basé sur l'achat et le déploiement des flotteurs Argo, enfin l'organisation de l'achat et du déploiement des flotteurs Argo, le data management, qui est donc la prise en charge d'un certain nombre de data centers et de la suivi du suivi de la qualité des données. Et tout ça, c'est piloté scientifiquement par notamment le SNO Argo France, donc qui suit en fait les activités de recherche, mais qui va aussi mettre en place un certain nombre d'outils pour la communauté scientifique, qui va animer la communauté scientifique française autour des données Argo pour en favoriser l'utilisation et promouvoir en fait la science qui est faite avec les données Argo. Donc dans ce contexte-là, et donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est au SNO Argo, on produit en fait des produits de haut niveau, alors qui sont basiquement des produits qui permettent d'analyser en fait ces données qui sont distribuées de manière un peu aléatoire entre guillemets à la surface du globe pour en faire des produits grillés tout simplement. En fait, en gros, on projette des données sur des grilles, on interpole, on comble des trous entre les données avec des méthodes statistiques pour fournir des produits donc pour la communauté scientifique et opérationnelle. Donc concrètement, donc voilà, donc un des aspects donc de ces produits, donc c'est pouvoir transformer en fait des données en informations, c'est-à-dire en cartes par exemple ici c'est l'évolution du hit content avec les données Argo de 2007 à 2020, et donc on voit donc effectivement on obtient une carte avec des barres d'erreur, donc c'est ce qui est grisé, sur des zones qui se réchauffent, des zones qui se refroidissent, etc. Et on peut synthétiser, intégrer ces données à l'échelle globale pour produire ce genre de courbe, qui est donc une courbe d'augmentation du niveau de la mer, munie de sa barre d'erreur, c'est très important, et ce sont ce type de courbes qui sont utilisées après donc dans les publications scientifiques sur les synthèses d'augmentation de hit content, de niveau de la mer, mais aussi dans le rapport du GIEC, etc. Donc c'est des indices climatiques qui sont produits donc à partir d'analyses objectives. Donc quand on regarde de plus près en fait ces analyses objectives, et notamment dans la littérature, ce qu'on voit c'est qu'en fait, donc ici c'est là c'est du hit content, donc c'est des trends, donc c'est-à-dire c'est la tendance, c'est l'évolution moyenne sur une période donnée du contenu en chaleur, donc c'est-à-dire l'ensemble de la chaleur intégrée dans l'océan global, réalisé à partir de différents produits, donc produits analysés depuis différentes interpolations, de différentes solutions, réalisées par différents groupes scientifiques, laboratoires ou centres opérationnels. Donc on voit qu'effectivement, chaque couleur correspond à un centre. Alors le produit dont je vais vous parler, c'est Gaillard et al, c'est ISAS, donc il est là, c'est le vert, donc vous pouvez voir à peu près où il est. Et donc on voit qu'il y a un spread, c'est-à-dire une dispersion dans les estimations de cette trend. Donc, par exemple, entre 2005 et 2010 et 2018, on voit qu'on a 1,2 watts par mètre carré de trend en moyenne, et on voit que les différents produits ont un spread, une dispersion de plus de 0,4 watts par mètre carré. Donc ce qui est pas négligeable. Et si on regarde sur le niveau de la mer, là, donc parce que c'est le sujet de la conférence, on a à peu près le même type de trends qui sont calculés. Et ce qu'on remarque, c'est que de la même manière, il y a un spread qui diffère en fait des différents centres de données avec leurs différentes méthodes. Donc en fait, on va s'intéresser dans cette présentation à essayer de comprendre, d'interpréter un peu cette source d'incertitude qui est liée vraiment à la méthode. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis en fait les années 2000, en gros, la grosse partie, le bulk des données qui sont utilisées, c'est les données Argo. Donc, basiquement, dans toutes ces analyses là sur la période, sur les 20 dernières années, on a à peu près le même contenu en termes de données in situ, qui est en fait le réseau Argo. Donc, en fait, les différences, elles vont
émaner de plusieurs sources, de plusieurs postes d'incertitude qui vont être liés donc au sampling, donc à la façon dont on va combler les trous, enfin la façon dont on va résoudre le système de l'océan global et puis la façon dont on va combler les trous. La qualité des données, donc ça c'est un aspect qui est très important, c'est même fondamental en fait. Et les statistiques a priori, donc c'est comment on va régler la façon dont on va combler les trous, donc comment on va régler notre méthode d'interpolation. Et enfin, un certain nombre d'impacts naturels qu'on a commencé à explorer et qui sont liés donc à la variabilité naturelle qui n'est pas forcément toujours résolue par un système d'observation globale, un design des systèmes d'observation globale. Donc la méthode d'interpolation dont je vais parler, donc c'est une méthode très classique qui repose sur l'interpolation optimale de Brotherton 1976. Donc là, la configuration, c'est simplement, on va interpoler des données température, salinité à l'échelle globale entre 2002 et 2020, donc c'est plutôt les données Argo entre 0 et 2000 mètres sur une grille de résolution au demi-degré à peu près, avec 187 niveaux entre 5000 et 5000, entre la surface et 5500 mètres de profondeur. Les données principalement utilisées, donc ça va être la grosse source, c'est les données Argo, mais dans certaines zones qui sont très moins bien échantillonnées par Argo, par exemple l'océan austral, les océans polaires, on va utiliser d'autres sources de données qui vont reposer sur les mammifères marins, les mouillages, les campagnes bateaux, etc. Donc pour combler les trous, on utilise un modèle statistique qui va en fait propager la donnée avec un modèle très simple qui est un modèle gaussien et qui repose en fait sur des échelles de corrélation temporelle et spatiale qui sont choisies. Alors là, dans le cadre de cet algorithme, on a deux échelles spatiales, une échelle temporelle de l'ordre de... Alors pour les champs mensuels, on prend une échelle temporelle de 45 jours. C'est la demi-gaussienne, quoi. Et une échelle spatiale, alors pour les grandes échelles, on prend 300 km, et pour les plus petites échelles, on prend une échelle qui est proportionnelle au rayon de Rossby, de déformation de Rossby. À l'équateur, on adapte une échelle de covariance qui est plus de l'ordre de 600 km, qui tient compte en fait de l'anisotropie équatoriale. Et enfin, le long des côtes, ou dans les zones un peu de faible bathymétrie, on va aussi adapter les échelles de corrélation à l'anisotropie de la topographie, quoi. Donc, ce qui va permettre d'adapter un peu, d'avoir une interpolation un peu plus, on va dire, naturelle, quoi. Et c'est donc ces échelles de corrélation, enfin, sont pondérées par de la variance, et donc c'est cette pondération de la variance totale qui va en fait donner un peu les échelles de lissage de l'analyse objective. Donc en gros, on va garder une partie de la variance totale sous forme de structure, on va dire, moyenne à grande échelle, et on va retirer une partie de la variance, donc on va lisser tout ce qu'on considère n'étant pas résolu par le réseau d'observation. Donc là, je peux vous montrer par exemple une carte d'échelle de covariance. Donc ça, c'est l'échelle de covariance zonale. Donc on voit qu'effectivement, le long de l'équateur, on allonge notre échelle de covariance qui va réduire en fait avec la latitude en fonction du rayon de corrélation. Donc, alors, dans cette... on applique ces méthodes-là avec les données in situ réelles, et puis on va comparer notre solution avec nos collègues qui utilisent à peu près la même méthode, mais qui ne tournent pas les boutons de la même manière dans des publis. Et donc on peut s'amuser à regarder ce que fait le voisin et puis à se dire, bah tiens, on va essayer de tous faire pareil. Mais je pense que ça biaise un peu l'approche. Et donc, on essaye d'aller vers une approche un peu plus objective en utilisant, par exemple, des données synthétiques. C'est-à-dire, on va prendre un modèle numérique
qui va nous donner une solution de l'océan, alors qui ne sera peut-être pas la réalité, mais qui sera une référence, et dans lequel on va simuler en fait des profils synthétiques à l'endroit et au moment où les profils historiques ont été collectés. Et on va s'amuser avec notre outil d'analyse objective à reconstruire, à réinterpoler ces profils, ces données synthétiques, et on va les comparer à la solution du modèle numérique pour voir si on arrive à reconstruire de manière satisfaisante notre océan et nos indicateurs de heat content, de niveau de la mer. Alors, une chose qui est très intéressante avec cette approche, c'est comme on a un modèle numérique, en fait, on peut simuler des dizaines d'océans différents, sachant que l'océan, c'est comme l'atmosphère, c'est un environnement qui est très chaotique. Donc, en fait, une petite perturbation en début de simulation, va entraîner en fait des trajectoires différentes. Et donc, on va pouvoir s'amuser à simuler 10, 20, 50 océans différents, 50 trajectoires en fait historiques de l'océan, et regarder en fait cette variabilité chaotique intrinsèque, qu'est-ce qu'elle va induire en fait sur notre analyse objective. Donc c'est un peu ce qui est fait là. En fait, on a fait tourner en fait 50 simulations de l'océan. On a pris 50 bases de données synthétiques issues de ces 50 situations. On les a interpolées 50 fois et on a calculé le spread. Alors, le spread, donc l'original, le modèle numérique, c'est en rouge. Donc, le spread, il est en rose, mais on ne le voit pas du tout sur le slide. Et la reconstitution donc avec ISAS, avec notre outil d'analyse, montre qu'on n'a pas exactement la même moyenne. Et en plus, on a un spread qui est augmenté, donc qui est lié en fait à certaines échelles, particulièrement les mésoéchelles, qui est donc l'échelle du chaos dans l'océan, qui n'est pas censée être résolue par notamment le réseau Argo. Donc avec ces différents outils, on va pouvoir essayer de tuner et puis de qualifier déjà notre approche. Donc je vous ai parlé des différents postes d'erreur. Donc la première erreur qu'on peut déduire très facilement avec l'analyse objective, c'est l'erreur d'analyse. Alors grosso modo, l'erreur d'analyse, ça correspond à toutes les zones en fait, tous les trous qu'on n'arrivera pas à combler avec les données, et donc cette erreur d'analyse en fait, elle est très dépendante de la couverture du réseau. Donc là, si on regarde ces courbes à droite, on voit donc alors c'est différentes configurations, mais en gros, on voit la couverture globale du réseau. Donc là, c'est le nombre de profils de température depuis les années 2000. Donc on voit une augmentation de la quantité au fur et à mesure que le sampling, la résolution, la couverture globale du réseau Argo se met en place. Et donc on voit en fonction de la latitude, là, donc on voit qu'effectivement au début on a implémenté l'hémisphère nord, un peu à partir de 2004 l'hémisphère sud commence à être implémenté, et en fait on considère qu'à partir de 2007 on a une couverture optimale, en tout cas entre 60 degrés nord et 60 degrés sud, ce qui était l'objectif initial du programme Argo. Et donc, quand on calcule l'erreur d'analyse, donc ça correspond à cette variable-là, en fait, on voit qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on augmente la couverture spatiale, on diminue l'erreur d'analyse. Donc, c'est une erreur d'analyse qui est vraiment liée à l'échantillonnage, quoi. Donc, c'est cette erreur d'analyse qui, à l'heure actuelle, en tout cas, pas systématiquement, mais en tout cas, moi, que j'introduis pour fournir, en fait, que je propage, en fait, pour obtenir, en fait, cette enveloppe. Donc cette enveloppe, elle tient uniquement compte en fait de la couverture de l'océan global par le réseau Argo. Et on voit qu'effectivement cette enveloppe, elle s'affine au fur et à mesure qu'on augmente la quantité de données. Donc en gros, cette enveloppe, elle correspond aux zones géographiques qu'on va rater avec le sampling Argo. Donc une deuxième source d'erreur importante en fait, donc pour
est fondamentale en fait pour en tout cas les réseaux de mesure in situ, c'est les erreurs dues à la qualité de la donnée. Et ça peut être dramatique. Et là, je vais juste illustrer avec un exemple qui est très récent en fait. Donc depuis 2015, en fait, on observe sur un certain nombre de cellules, donc Seabird, pour ne pas le nommer, parce que de toute façon, c'est sur le réseau global Argo, les cellules de conductivité qui mesurent la salinité, c'est uniquement donc fourni par Seabird, parce qu'il n'y a pas d'autres constructeurs. Et donc, on a observé depuis 2015 un certain nombre de comportements erratiques et surtout des drifts, des dérives en salinité très importantes qui est anormale compte tenu de ce qu'on connaît en fait de la dérive des cellules de conductivité. Les cellules de conductivité, c'est ce qui sert à mesurer la salinité avec la température. Et on sait que ça dérive, c'est plus complexe qu'une thermistance. Et donc ça a besoin d'être recalibré. Alors c'est des choses qu'on fait donc dans le suivi de qualité des données Argo. Mais là, en fait, on s'est confronté vraiment à un problème où les données étaient incorrigibles, et incorrectible plutôt, et puis et surtout on avait des doutes sur l'intégrité des sondes sur les flotteurs Argo, parce que en fait j'ai pas mentionné, mais les flotteurs Argo, comme on les récupère pas, on n'a pas la possibilité de faire de la post-calibration. Donc en fait, ce qu'on remarque, si on fait des contenus globaux de sel avec ces données qui ne sont pas qualifiées, en fait, ces données qui sont contaminées, en fait, on voit qu'au fur et à mesure, on voit qu'on a des dérives anormales de salinité, donc à partir d'une certaine date qui est plutôt de l'ordre de 2015. Donc, quand on applique le DMQC, donc on prend les mesures qui sont qualifiées en temps différé par le réseau Argo, donc ce problème en fait a été traité dans le data flow du réseau. Donc on voit qu'effectivement, là, c'est le nombre de données en temps différé, et dès qu'on arrive avec des données en temps réel, en fait, on voit qu'on commence à rencontrer ces problèmes de drift, d'où l'importance d'utiliser en fait des données qui sont plutôt qualifiées en temps différé. Et enfin, donc dernier problème, c'est la sensibilité aux statistiques a priori. Alors, je vous avais montré le spread en fait au départ, au début de ce talk, des différents produits. Et en fait, l'approche avec les outils synthétiques de modélisation et de profils synthétiques va nous permettre justement d'appréhender ces statistiques, enfin le réglage de le tuning de ces statistiques avec une approche, on va dire, plus contrôlée. Donc ici, par exemple, ces différentes, donc on reprend en fait ces différents paramètres qu'on va traiter. Et puis juste en fait pour vous montrer donc l'évolution alors donc là c'est le heat content, c'est le heat content, donc c'est l'évolution entre 2005 et 2015 et 2008 et 2015. J'ai pris 2 périodes en fonction de l'échantillonnage. Et on voit qu'en fait, en tunant, en réglant différemment ces paramètres, on a un spread qui peut être important autour donc de la réalité, donc c'est-à-dire ce qu'on a obtenu avec le modèle. Et donc on va se servir de cette approche pour choisir en fait ces paramètres de manière optimale. Donc dernier point, donc on peut aussi avoir alors là il y a 2 choses en fait. Il y a on peut évaluer avec différents membres le rôle en fait de l'impact en fait de la variabilité naturelle et chaotique sur nos solutions, qui vont nous donner donc ce spread autour de. Donc là, c'est une solution de heat content pour global et une solution de thermostérique sea level global. Donc en fait, ce qui est intéressant, donc c'est d'une part, on voit qu'effectivement avec notre analyse objective, on va augmenter l'incertitude chaotique parce que effectivement, on va pas réussir à résoudre en fait les tourbillons, la variabilité mésoéchelle avec le réseau Argo. C'est-à-dire qu'on va peut-être observer un tourbillon positif à un endroit et puis on n'aura pas le tourbillon négatif à côté, donc ça va biaiser en fait nos estimations pour faire court. Et deuxième problème en fait, c'est que pour une
pour un réglage de notre analyse, on devrait avoir un heat content et un thermostérique sea level qui fit parfaitement la solution du modèle, et de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir une différence de fermeture, en gros, entre les deux quantités. Donc ça peut lier à nos paramètres de pondération de nos corrélations, mais ça peut être lié aux corrélations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va peut-être surpondérer certaines parties de l'océan global et sous-pondérer d'autres parties qui vont nous donner en fait cette fermeture en fait différente en fonction du thermo, en fonction de si on regarde le niveau de la mer ou le heat content. Donc pour conclure rapidement, donc voilà où on en est. Donc avec donc pour réussir à synthétiser en fait ces analyses de jeux de données globales, on utilise des méthodes pour l'instant d'analyse objective, donc qui reposent sur des méthodes statistiques qui sont bien maîtrisées, mais qui nécessitent un certain nombre d'hypothèses et comme on l'a vu, un certain nombre de défauts. Donc les différentes sources d'erreurs sont liées à la méthode, à la qualité des données, mais aussi à la variabilité naturelle de l'océan et au design de notre réseau d'observation. Et enfin, on montre que l'approche synthétique, en fait, est une approche qui va nous permettre justement de pouvoir mieux contraindre en fait les différents budgets, les différents indicateurs de niveau de la mer, hausse du niveau de la mer, augmentation de la chaleur, etc., de l'eau douce, de manière consistante en fait, donc pour pouvoir fermer tous ces budgets et répondre justement aux questions de fermeture, de hausse du niveau du budget, de hausse du niveau de la mer, et voilà. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions. Donc on va prendre le temps pour une ou deux petites questions. On a toujours nos 10 minutes de retard, mais qui seront absorbées. Pas de questions, très bien. Si, il y a une question. Ah, pardon. Excuse-moi. Bonjour, moi je suis Samassi Rokato de la Côte d'Ivoire. Je voulais poser deux petites questions. J'aimerais savoir en premier, quels sont les pays couverts par le programme Argo, à part la France, et surtout en Afrique. J'aimerais aussi savoir si les données fournies par le programme Argo sont des données in situ ou des données satellitaires. Ok. Merci. Alors, donc, en fait, alors, je ne connais pas par cœur la liste des pays qui contribuent au programme Argo. Donc, il y a une trentaine de pays actuellement. En Afrique, précisément, je suis sûr qu'il y a l'Afrique du Sud. Après, les autres pays, je sais pas trop. Enfin, toujours est-il que les données Argo, ce sont des données in situ. Donc, c'est des profileurs autonomes dans l'océan qui mesurent de manière in situ. Et justement, l'intérêt du programme Argo, c'est d'avoir la contrepartie en fait aux mesures satellites qui sont globalement des mesures de surface, et pour avoir les mesures donc sur la colonne d'eau. Et ce sont des mesures qui sont de toute manière disponibles de manière libre à la communauté internationale et qui sont accessibles via les différents sites Argo. Voilà. Donc si on n'a plus de questions, merci Nicolas, on va passer à la prochaine présentation.